Les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Une émission débat, D'idées sur l'actualité du continent, une vision singulière et une lecture authentique, de tout ce qui concerne l'Afrique et sa place dans le monde. sous le signe de la sagesse africaine. Tout seul, On va plus vite. Ensemble, on va plus loin. On va plus loin. Bonjour et bienvenue dans Les Africains parlent aux Africains. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à certaines figures féminines qui ont marqué le continent africain par leur courage, leur vaillance, leur génie et leur résistance. Elles ont chacune à sa manière contribué à construire un avenir commun à leur peuple. Elles sont des reines, elles sont des combattantes, elles sont des chanteuses ou de simples citoyennes. Nous allons donc évoquer certaines de ces figures pour non seulement leur rendre un hommage, mais aussi pour montrer comment elles ont ouvert la voie à des générations entières, à d'autres femmes qui rêvent et qui ont rêvé d'une Afrique prospère. M'accompagne dans cette émission d'aujourd'hui réalisée comme d'habitude par Hakim Ben Moussa, Idé Ali Ayouba, Lahyani Mezhoura. Hakizimana Samuel. les Africains parlent aux Africains. Les Africains parlent aux Africains. Messieurs, pour commencer, la femme africaine a toujours été, à travers l'histoire, été au devant de la scène. Elle a accompagné l'homme dans tous les combats. Effectivement, c'est une arabe. La femme, déjà appelée la mère de l'humanité, a toujours joué un rôle très très important dans la réussite et dans l'organisation de nos sociétés. Et pour dire même qu'elles ont, au-delà même de l'organisation de la société, elles ont joué un rôle primordial qui a fait de tout le monde entier ce qu'elle est, et de l'Afrique en particulier, qui n'est pas une exception. Les femmes ont joué beaucoup de rôles, et leur rôle elle est indéniable, incontestable. Voilà. Mezhoura, Oui, absolument. Les femmes, elles ont marqué l'histoire. Elles ont contribué dans plusieurs domaines. Et elles étaient des figures emblématiques et qui continuent à nous inspirer aujourd'hui d'ailleurs. On s'inspire de ce qu'elles avaient fait. Elles se sont jamais limitées. Elles ont toujours combattu et elles étaient toujours de l'avant. Donc c'est une fierté. La femme africaine, elle est toujours une fierté pour nous. Samuel, J'aimerais commencer. Je pense que tout le monde connaît le jeu d'échecs. Mais si on regarde le jeu d'échecs, il y a quelque chose de spécial sur le jeu d'échecs, c'est la reine. La reine est le seul pion sur le jeu d'échecs qui a des fonctionnalités que tous les pions de jeu d'échecs n'ont pas. C'est-à-dire que on voit déjà l'importance qu'il est là, et on dit toujours que le jeu d'échecs est un jeu stratégique, et ça représente au fait les périodes anciennes, antiques, où on voyait que les hommes partaient toujours faire des batailles, etc. Et la reine restait, et c'est la reine qui dirigeait en réalité. C'était elle qui devait regarder s'il y a l'approvisionnement, si tout se passe bien autour du royaume. C'est pour ça qu'on disait toujours, si tu as une bonne reine, ça dit que le royaume va exceller. Mais si tu as une mauvaise reine, le royaume ne va pas exceller. Ce qui montre l'importance qui est là depuis les périodes antiques, et on ne les met pas souvent en valeur, mais on va reconnaître le fait que c'est elle qui était là toujours en train de diriger, et on le voit toujours même à travers nos familles. Chers auditeurs, donc aujourd'hui il y a des bonnes choses qu'on va faire aujourd'hui pour mettre en valeur les femmes. exactement. La transition est toute faite puisque vous parlez de reine, donc on va parler de cette reine Néfertiti. Il y a 34 siècles. Donc c'est l'épouse du pharaon Akhenaton, et elle est toujours d'actualité. Pourquoi ? Parce que son buste n'a pas encore été récupéré par les Égyptiens. Il est toujours au musée de Berlin. Donc Néfertiti, où la belle est venue, c'est l'explication de son nom, va marquer l'histoire africaine et égyptienne antique en tant que reine, en tant que mère
mais aussi en tant que femme, tout simplement. Elle va peut-être ouvrir la voie à l'instauration de ce qu'on appelle le monothéisme. C'est grâce à elle que son mari, le roi Akhenaton, va se défaire des anciennes divinités pour se limiter à l'adoration du dieu soleil. d'Aton. Voilà, le dieu soleil. Le disque solaire Aton. Oui, effectivement, Oui, comme vous parlez, c'est une reine franchement qu'on respecte, Nefertiti. Déjà, c'est vers le 1370 avant Jésus-Christ, etc. Mais ce que moi j'aimerais dire sur cette reine qui est très très important pour moi, c'est-à-dire que souvent on la représente dans des rôles généralement réservés aux pharaons. Oui. C'est-à-dire qu'elle avait tellement de l'emprise et qu'elle influençait tellement sur les décisions du royaume à l'époque, à tel point que, vous savez, c'est ça qui m'a un peu intrigué quand je faisais un peu de recherche pour comprendre sur cette reine, Nefertiti. On dit qu'il y a des spéculations même qui disent que même après la mort de Akhenaton, elle a continué à régner, mais en tant avec un autre surnom, etc. Ce qui montre l'emprise de cette femme, même comme vous venez de dire, Nefertiti qui veut dire la belle est venue. Donc elle avait tellement d'importance et elle faisait tellement de choses incroyables. C'était une sorte de Lady Di, n'est-ce pas? Oui, exactement. Elle était à l'époque, il y a 34 siècles. Exactement. Oui. Elle était le partenaire important de son mari et de son époux. Elle prenait aussi des décisions de gestion dans le royaume, etc. Donc elle était une figure très importante, une personnalité qui était respectée par tout le monde. Et c'est elle qui dirigeait, comme il a pu dire Samuel. Oui. Elle prenait les décisions de gestion et tout ça, dirigeait tout le royaume. Et puis elle était une excellente mère de famille. Exactement, oui. Bien sûr, elle assumait son rôle de famille en tant que mère et en tant que sœur, etc. Mais effectivement, Madame Mazoura, nous constatons qu'aujourd'hui, l'animateur Séné Arabe nous fait voyager dans le temps. Nous fait voyager dans le temps et de l'espace pour nous parler du 18e dynastie et parler de la reine Nefertiti, épouse du personnage phare de l'Égypte. Voilà, effectivement, le 18e dynastie, comme on l'appelle, c'est la femme du pharaon Akhenaton. Pour faire une petite description de cette belle femme, elle est souvent représentée avec un visage élégant et fin, caractérisé par un nez droit, des lèvres pleines et un menton pointu. Elle est considérée comme l'une des plus célèbres exemples de la beauté égyptienne. Bien qu'il y ait peu d'informations sur sa vie, parce que quand on parle des siècles, c'est pas facile aujourd'hui de restituer, cette dame représente vraiment la grandeur de la femme africaine. C'est pour ça que d'ailleurs, je commençais par dire qu'on voyage dans le temps. Voyage dans le temps. Voilà. Donc j'aimerais justement poursuivre ce voyage, mais on va faire vraiment un saut. On va donc au XVIIe siècle pour parler d'une figure, une femme, une résistante, Anne Zinga. Celle qui a régné, notre reine, pour rester donc dans le domaine des reines et des royaumes. Anne Zinga avait régné sur les royaumes de l'actuel Angola. C'est la reine du Ndougou et du Matomba. Matamba, n'est-ce pas, Samuel? Oui. En fait, c'est l'une des reines qui me touche à cœur parce que moi, quand je parle de Njenga, c'est que moi, j'aimerais plus mettre en avant avec les chers auditeurs qui nous écoutent pour rendre hommage à cette reine qui a tellement combattu. Elle était très diplomate. C'est ça qui m'intrigue sur elle. C'est sans parler du fait qu'elle a grandi dans un environnement militaire, etc. Mais elle était très diplomatique, donc elle s'est battue trop. C'était une femme très guerrière. Elle était guerrière. Ah oui. Elle était vraiment guerrière. Oui. Mais c'est que moi, je voudrais revenir sur ce côté diplomatie qui m'a beaucoup touché. À l'époque coloniale, où les Portugais venaient pour s'encaparer de son royaume, elle avait des techniques, elle savait manier des armes, mais au-delà des armes, elle était diplomate. C'est là où moi je vais revenir, par exemple, sur l'alliance qu'elle a eu à faire avec les Néerlandais pour combattre exactement les Portugais qui venaient sur leur territoire. Non seulement ça, on va plus loin, on va voir même qu'elle avait accepté d'être christianisée pour avoir aussi certains avantages sur ça. Donc c'était une reine, elle savait ce qu'elle voulait et elle n'y allait pas des mains mortes. Quand il s'agissait de se battre, elle se battait avec force. Quand il s'agissait de dialoguer, elle dialoguait.
et elles savaient gagner. Et tout cela, c'était pour empêcher toute colonisation de son pays. Donc, en ce XVIIe siècle, Oui, n'est-ce pas, Mzoura? exactement. C'est une héroïne. C'est une femme qui représente la résistance africaine contre le colonialisme et l'oppression. C'est aussi une femme qui négociait surtout avec les Portugais. Elle ne savait pas faire. Elle savait parler, elle savait négocier. Et elle a participé, elle a dirigé des combats contre le colonialisme. D'ailleurs, à sa mort, hein, donc pour rester dans le cadre donc de ce royaume Ndogo et du Matomba, la reine Anne Zinga était un exemple de gouvernance féminine en Afrique, même après sa mort en 1663. Effectivement, elle continue encore à inspirer des générations et des générations pour montrer que les stratégies de l'armée, ce n'est pas seulement pour les hommes, mais les femmes aussi ont leur rôle à jouer. Juste pour ajouter quelque chose, imaginez, vous êtes des Portugais, parce que les Portugais, tellement à l'époque, ils avaient de l'influence, imaginez, vous allez pour envahir une puissance coloniale à l'époque inatteignable. Imaginez, vous arrivez dans un royaume et vous vous retrouvez à vous battre contre une femme. Oui. Une femme, au-delà de leur ego, etc. Oui. Une femme, et non seulement tacticienne, parce qu'ils n'arrivaient pas. Si vous commencez à négocier... Parce qu'on est dans le cadre d'une Europe, attention, c'est vrai, colonialiste, etc. mais traditionnaliste. Ouais, exactement. Oui. Imaginez, ils se retrouvent à travers une femme, tellement elle avait des techniques, etc. Ils étaient obligés aussi de négocier. Ils négocient, des fois elle a joué des tours, elle fait des alliances avec les Néerlandais, etc. Donc elle était d'égal à égal. Malgré avec leurs armes antiques, etc. Mais elle pouvait se défendre. C'était une femme qui montrait cette rigueur et représentait beaucoup l'Afrique. C'était une femme, oui, mais genre elle se voyait pas autant que femme. Exactement, je vais me rester à la maison pour mes tâches ménagères, etc. Genre rester dans le rôle d'une femme au foyer. Elle était une combattante, donc au-delà d'une femme, même si les autres ils la voyaient autant qu'une femme, mais elle sortait, elle combattait contre les hommes. Elle les voyait pas comme des hommes qui étaient au-dessus. Les femmes du MPLA, le mouvement de libération de l'Angola, se sont inspirées de, n'est-ce pas, Mzoura, exactement, du combat, de la résistance de cette femme. Exactement, parce qu'ils la voyaient comme une idole, comme l'image qu'ils allaient reprendre pour combattre aussi. Donc, on va passer donc au XVIIIe siècle. Et le XVIIIe siècle en Afrique sera marqué par donc l'avènement, la constitution donc d'un groupe de femmes, femmes combattantes, les femmes d'élite, voilà, que les colons d'ailleurs appelaient comme les Amazones du Dahomey, donc l'actuel Bénin. Mais mais au Bénin on les considère, on les appelait les Minots, donc nos mères, hein, pour la traduction. Qu'en est-il de ces femmes qui ont vraiment défié la chronique au XVIIIe siècle au Bénin? Effectivement, monsieur, c'est un arabe, comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, il y a beaucoup de films qui encore remémorent l'existence de ces femmes. Comme on peut le dire au Bénin, il y a plusieurs femmes qui ont été reconnues pour leur rôle de guerrière, les Dahomey. Un ancien royaume de l'actuel Bénin, on compte sur une armée de femmes guerrières appelées les Amazones. Ces femmes étaient formées dès leur plus jeune âge à la guerre et étaient sanctionnées pour leur force, leur agilité et leur courage. Certains se spécialisent dans la cavalerie, tandis que d'autres étaient des tueuses d'élite. Voilà, les Amazones ont servi l'armée Dahomey pendant plus de 2 siècles. 2 siècles, exactement. Tout au long du 18e et du 19e siècle. Mzoura. Oui, c'était une unité militaire exclusivement féminine. Et d'ailleurs, les Occidentaux, ils étaient charmés par la façon de combattre de ces femmes-là. Et ils étaient vraiment impressionnés de les voir prendre les armes et les fusées, etc., pour combattre. Oui, d'ailleurs, ils avaient comme adage à l'époque, vaincre ou mourir. Donc c'était des jusqu'au boutistes
Et puis, elle conseillait plutôt aux hommes de travailler les champs. Exactement. Oui. Ouais, pour revenir avec ça, Oui. c'est juste pour montrer cette unité d'élite, parce qu'il faut le dire, c'était des unités d'élite, c'était des combats, comme on peut le dire maintenant, des commandos en quelque sorte. Imaginez, dès leur plus jeune âge, elles étaient sélectionnées. Oui. Mais à travers ça, ils entraient dans des camps de formation, etc. Même parmi les camps, ce sont les femmes qui se démarquaient encore, qui étaient sélectionnées Oui. pour être mis dans les groupes d'élite. C'était eux qui défendaient, on peut dire, c'est les commandos, c'était les chouchous du royaume. Même les pays voisins, hein, ils avaient peur de ces dames-là. Ah oui, parce qu'elles ne reculaient ni devant l'ennemi, ni devant la mort. Ouais, Donc, ouais, c'est. Oui, effectivement, pour appuyer Ayoba. encore ce que disait Samuel, vraiment c'était des femmes tirées parmi d'autres femmes, des combattantes hors peur. Elles ont notamment combattu contre les Français lors de la conquête coloniale du Bénin à la fin du 19e siècle. Aujourd'hui, il y a encore des femmes qui sont des guerrières dans certaines régions du Bénin. Elles peuvent faire partie du confrérie ou de groupes de défense de leur communauté et se sont souvent formées à l'utilisation de diverses armes traditionnelles. Cependant, leur rôle est souvent limité aux activités de sécurité et de défense de leur communauté. Donc, les Amazones Dahomey inspire encore l'Afrique parce que quand on parle de la civilisation africaine, de l'histoire africaine, on ne peut ignorer cette partie de cette grande empire qui a vraiment été l'un des empires les plus redoutés de l'Afrique. Vous avez évoqué donc leur bataille contre le colonialisme français. Je vous donne une date à retenir d'ailleurs. Hein. Le 26 octobre 1892, c'était peut-être l'ultime, selon certains historiens, confrontation menée par ces femmes guerrières. Après, donc au XXe siècle, on n'en parle plus. Mzora. Suite aux transformations politiques et coloniales, il y a eu la fin de Dahomey. Donc, suite à cela, il y avait la fin, mais dans certains ouvrages, quand même, ça c'est le manque de la lecture, je dirais. Oui. Donc, si quelqu'un qui lit et qui cherche, il va connaître sûrement. Oui, juste pour Oui, ajouter, ça c'est un peu dommage. C'est d'où l'importance aussi de la radio africaine qui est la voix africaine. C'est pour aussi faire connaître en disant, chers auditeurs, les hommes et les femmes qui sont en train de nous écouter, il y avait les minots. Les minots qui veut dire nos mères. Oui. Pour dire que nos mères, nos mamans se sont battues, mais malheureusement les colonialistes ont essayé de cacher certaines histoires pour que on puisse pas se réveiller. C'est-à-dire que il y a tellement de guerriers et les minots en est un exemple en disant oui, par exemple imaginez ce qu'elles ont tout ce qu'elles ont fait. Mais à une époque, lorsque ils ont le Bénin a été renversé, etc., il y a eu la colonisation, etc., c'est comme si ça a disparu. Comme on a pu dire, pour trouver, il faut faire des recherches, etc. Alors que il faut qu'on se réveille en disant, il y a nos mamans, les minots, ils se sont battus pour que aujourd'hui l'Afrique soit ce qu'elle est aujourd'hui. Effectivement, parce que comme disent les Arabes, l'histoire n'a pas pitié. Nul ne peut changer l'histoire ni la falsifier. Parler de ces femmes guerrières, parler de l'empire Dahomey qui représente l'une des grandes civilisations de l'Afrique, revient à dire que la colonisation n'avait pas, c'est-à-dire son mot à dire. S'ils sont venus pour dire que avec des fins civilisationnelles, l'Afrique a été déjà une société organisée où nous avons des guerriers qui se sont d'ailleurs montrés tenaces envers le colonisateur et ont utilisé tous les moyens au prix de leur vie pour vraiment sauver leur dignité. Elle reculait devant rien. Bien sûr. Pour aborder avec Mzora donc une autre figure qui a marqué le continent africain, qui a quelque chose à la fois de la reine du Ndougou et du Matomba Anne Zinger et quelque chose également de ces minots, donc de ces Amazones du Dahomey. Il s'agit de Taitu Batul, donc l'avant-dernière impératrice d'Éthiopie, la fondatrice de la ville panafricaine, Addis Abeba. Oui, exactement. C'était une impératrice. C'est l'épouse de l'empereur Ménélique II. Oui, voilà. C'était une figure emblématique de l'histoire de l'Éthiopie, comme vous avez dit. Et elle a joué un rôle très important dans l'histoire. Et c'était une femme qui a influencé politiquement. Oui. Et elle était connue pour sa volonté
pour défendre les intérêts de l'Éthiopie. Elle était toujours à côté de son épouse pour résister aussi à l'invasion italienne. Donc c'était vraiment une femme qui était vraiment forte. Elle était active et elle participait dans les affaires politiques du royaume de l'Éthiopie. Effectivement, parlant d'Éthiopie, ces pays africains, le berceau de l'humanité, plein d'histoires. Ce qui m'inspire personnellement, pour être un peu subjectif, c'est vraiment sur ces côtés-là que l'Éthiopie fait partie des pays qui ont résisté coûte que coûte contre la colonisation. C'est le seul pays qui n'a pas été colonisé. Ouais, c'est le seul pays qui n'a pas été colonisé. Donc c'est grâce à ces hommes et à ces femmes. Oui, aujourd'hui, c'est pour ça, juste pour ajouter, désolé Ayoub, peut-être avoir un peu coupé la parole dessus, je sais que tu vas continuer, tu vas rebondir sur ce que je voulais dire. Juste parce que vous venez de dire quelque chose d'important, c'est le seul pays qui n'a jamais été colonisé. Oui. Mais si on regarde très bien, on regarde l'histoire et tout, et si on entre en profondeur, on va voir que Taitu Betoul a joué un rôle important, à tel point que même dans le cercle politique du gouvernement éthiopien à l'époque, excellente négociatrice. Oui, était excellente négociatrice, et que ça a énervé même l'entourage en disant, on dirait c'est elle qui est en train de manipuler l'empereur Ménique II, etc. Parce qu'elle était toujours à la pointe de tout ce qui s'est passé. Elle dictait ses lois. Et vu que c'est l'épouse de l'empereur, qui vont prendre. Ouais. Déjà, on dit si tu veux la paix dans ta maison, il faut écouter ce qui se passe. On voit déjà que à travers ça, où l'empereur trouvait la paix, il écoutait. Et donc, elle a joué un rôle important. Donc, si l'Éthiopie n'a pas été colonisée, elle a joué un rôle important dans ça parce que elle était la conseillère directe de l'empereur. Et puis, il était clair, net et précis avec les Italiens. Elle leur a dit clairement que l'Éthiopie ne sera jamais une colonie italienne. Oui, elle avait de l'audace. Elle était très courageuse. Elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, ce qui était vrai d'ailleurs. Elle avait toujours raison et surtout, on le voyait dans la victoire en 1896, exactement. La bataille d'Adwa. À la bataille d'Adwa. C'est elle qui a dirigé donc la bataille. Oui, c'est elle carrément. Elle était. C'est là où on voit son rôle carrément, qu'elle était avec son époux, à côté de son époux, en train de battre pour le royaume de l'Éthiopie. Parce qu'elle était conseillère politique, mais aussi militaire. Donc, on peut, comme vous venez de dire, on peut parler de la résistance contre l'occupation italienne en 1896. 1896, oui. La bataille d'Adwa. Parce que les Italiens avaient divisé sur l'Éthiopie à partir de 1890. Exactement. Ouais. En tout cas, ce qui vraiment m'inspire dans tout ça, il faut savoir depuis combien de siècles la femme, elle est respectée en Afrique. La femme, elle était une leader en Afrique. Et quand est-ce que la femme a reconnu tous ses droits dans les autres continents? Ayouba, vous gardez la parole parce que on va évoquer une autre figure donc féminine, africaine, que vous connaissez très très bien, à savoir Sarah Ounia, qui a résisté contre cette sinistre colonne voulée chanoine dirigé donc par l'armée française en 1899. Effectivement, Monsieur Senarab était un Nigérien, était un Africain en première ligne. Il est très difficile pour moi de ne pas connaître Sarah Ounia Mongou, qui était une reine africaine du XVIIe siècle aussi, qui a dirigé des forces militaires de son peuple, les Anas, contre les forces colonisatrices françaises dans la région actuelle du Niger. Mongou était une femme courageuse qui a mobilisé son peuple pour lutter contre les Français, pour protéger le territoire nigérien et leur indépendance. De nombreuses femmes, comme vous l'avez dit, ont également lutté dans ce sens-là. Sarah Ounia Mongou aussi, comme les Amazones, était formée dès son bas âge. On voulait la former comme une reine, mais elle a refusé ce concept. Elle s'est formée comme une guerrière. Elle refusait de jouer avec les jeux des enfants. Elle a vraiment produit une certaine magie, comme on peut le dire, parce que nous parlons de l'époque ancestrale, qui lui a permis vraiment de soigner des malades. Elle était aussi une très grande stratège qui a totalement désorienté les Français et qui les a combattus de toutes ses forces. Voilà qui était Sarah Ounia Mongou, la dame guerrière, la reine qui jusqu'à présent continue d'inspirer les Nigériens. Alors, quel est cet héritage aujourd'hui au Niger? L'héritage de cette résistante
Effectivement, jusqu'aujourd'hui, cette dame continue d'inspirer les femmes nigériennes. Les femmes nigériennes et continue de faire leur fierté dans la mesure où la femme a compris que le rôle n'est pas seulement réservé aux hommes. La société ne peut pas se développer, ne peut pas se construire uniquement avec l'homme, c'est impossible. Comme le dit d'ailleurs, derrière tout grand homme, il y a une grande femme. Donc, la conseillère, d'ailleurs, souvent quand on dit la nuit porte conseil, on parle des conseils que divulgue la femme à son mari. C'est pour dire que, c'est-à-dire, un homme ne peut faire des grandes réalisations s'il n'a pas une compagnie qui le conseille, qui l'assiste et qui le montre. D'ailleurs, certaines femmes se sont démontrées hors peur. Saraounia Mongou, elle a mené le combat elle seule. Elle a combattu, elle a dirigé des hommes et elle a désorienté le colonisateur qui voulait envahir et voler toutes les richesses de mon peuple, bien sûr. Pour terminer cette émission en beauté, comme on l'a commencé d'ailleurs, avec une effectivité, donc j'aimerais évoquer une autre impératrice, l'impératrice de la musique africaine, Makeba, Myriam Makeba. Oui, pour dire quelque chose, je vais revenir sur sa phrase mythique que j'adore bien. Myriam Makeba avait dit la musique est une arme de construction massive qui peut changer le cours du destin. Ça montre cette femme qui était Myriam Makeba, qui s'est battue pour la construction de l'Afrique. Et elle a mené beaucoup de combats politiques, etc. pour ça. Parce qu'elle voulait un changement, une nouvelle mentalité dans le peuple africain, parce qu'elle savait que c'est par les Africains qu'on peut créer, qu'on peut innover. Moi, je dirais que Myriam Makeba, c'est une figure emblématique et c'est l'exemple d'une femme africaine qui était très courageuse, qui a battu contre l'apartheid de plusieurs choses en Afrique. C'est là où on voit franchement le rôle de la femme, comme il a dit Ayouba, à côté de chaque homme important, il y a une femme. Aujourd'hui, Ayouba, on ne peut pas parler de Lumumba, on ne peut pas parler de Sékou Touré, ni de tous ces figures emblématiques sans mettre ces femmes-là à côté d'eux. Parce que ces femmes-là ont combattu au même titre que ces hommes pour la libération, pour la dignité et pour la fierté de ce continent dans lequel jusqu'à aujourd'hui ils continuent de nous inspirer et continueront jusqu'à la fin du temps. Ce sera le mot de la fin de cette émission. Je tiens à vous remercier vivement d'avoir évoqué avec moi quelques figures. Sur ce, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne écoute sur Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique.